Alors maintenant, nous allons tirer les leçons de la sécurité sociale de la santé au profit de la sécurité sociale de l'alimentation avec Bernard Friot. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour. Je voudrais partir de la première production qui a été mise en sécurité sociale, c'est-à-dire la production de soins, pour tirer des leçons de la façon dont elle a été mise en sécurité sociale, parce que c'est utile en réfléchissant à la mise en sécurité sociale de l'alimentation. Pardon ? Quand on réfléchit à la mise en sécurité sociale de l'alimentation, des transports, de la culture, des funérailles, etc., c'est utile, disons, de faire le bilan de la première des mises en sécurité sociale qui est eue en matière de production, la production de soins. La première bonne nouvelle, c'est qu'on peut réussir en partant de rien. C'est utile quand on sait combien la sécurité sociale de l'alimentation, c'est des petites expérimentations qui ont besoin d'arriver à un niveau macroéconomique qu'elles n'atteignent pas pour le moment. Bien, la mise en sécurité sociale des soins est partie de pas grand-chose. Au début des années, elle s'opère entre la fin des années 50 et le début des années et la fin des années 70, sur 2 décennies. Et au début des années 50, donc avant cette mise en sécurité sociale, les soins sont très peu de choses, parce que l'hôpital, jusqu'en 1941, était réservé aux indigents, donc il n'y avait pas beaucoup de technicité à l'hôpital, bien sûr, et un personnel qui était des religieuses de bonne volonté, certes, mais enfin, la compétence médicale était très faible. Et puis, du côté des soins ambulatoires, des soins de ville, ben, il y en avait très peu, puisque les libéraux, qu'ils soient kinés, infirmiers ou médecins, ont constitué leurs organisations professionnelles, leurs syndicats, dans les années 30 pour refuser le conventionnement avec les assurances sociales. Refuser, au nom de la liberté tarifaire, que les tarifs soient, les actes et les tarifs soient inclus dans une nomenclature négociée entre la profession et l'assurance maladie. Et donc, comme ils n'étaient pas conventionnés, ils n'étaient pas remboursés, et donc les soins ambulatoires, c'était très peu de choses. Donc, nous partons de pratiquement rien. Et donc, c'est quand même une bonne nouvelle de voir que, au début des années 80, nous serons pendant plusieurs dizaines d'années au premier rang mondial dans la production de soins. Alors, les rangs mondiaux valent ce qu'ils valent, mais enfin, c'est quand même tout à fait significatif d'une mutation tout à fait considérable qui a été possible. Et donc, au moment où nous démarrons des mises en sécurité sociale, de l'alimentation, des transports, etc., c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on a pu faire à partir de pas grand-chose. Et on a fait à partir de quoi? Alors, je vais commencer par ce qui n'a pas bien marché, et puis je terminerai par ce qui a plutôt bien marché. Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? C'est la démocratie. Alors certes, la mise en sécurité sociale des soins s'opère à partir de la fin des années 50, lorsque le régime général est encore géré par les travailleurs. Donc, de ce point de vue-là, il y a une forme de démocratie qui sera supprimée en 67, bien sûr, avec les ordonnances Jeannet. Mais en dehors de cet aspect-là, qui est, cela dit, incontestable, la démocratie dans la mise en place de la sécurité sociale des soins, c'est peanuts. D'abord parce que la profession
médical a un surplomb vis-à-vis des usagers complètement, et donc aucune démocratie entre les patients, comme on les appelle, ce qui est quand même un mot particulièrement redoutable d'absence de démocratie dans la relation médecin-usager. Et puis, à l'intérieur même des soignants, vous avez un machisme, un autoritarisme des professeurs qui gèrent les services. Lorsque le ministre communiste de la Santé, en 81, tentera de faire élire par le personnel des services les chefs de service, ça a été une bronca absolument invraisemblable. Quant à une délibération collective sur ce que devait être la production de soins, il n'y a pratiquement rien. Donc là, il faut saluer au contraire combien la démocratie est au cœur des initiatives en matière de sécurité sociale de l'alimentation. Toutes les expérimentations locales, Éric faisait encore allusion tout à l'heure au souci d'écrire soi-même la proposition de loi et pas d'attendre que ça vienne d'un parlementaire, etc., etc. Enfin, là, nous sommes effectivement dans quelque chose de très positif, dont il faut, cela dit, mesurer les limites. Les expérimentations locales sont souvent abondées par des collectivités locales qui procèdent par appel d'offres. L'appel d'offres, c'est quand même une façon de domestiquer. Et puis, des collectivités locales qui sont très heureuses de remplacer des fonctionnaires de catégorie C par un milieu associatif, un milieu associatif qui est une arme de guerre contre la fonction publique et qui est le plus mauvais employeur qu'on puisse imaginer. N'ayez pas d'accident du travail si vous travaillez pour une association, là c'est foutu. Entre le président et le directeur, vous allez avoir un jeu de balles pour que rien ne se passe. Et donc là il y a des limites énormes. Il y a l'énorme intérêt, encore une fois, de l'apprentissage de la délibération collective, ça c'est incontestable, mais il faut passer au macro. Tant qu'on dépend de collectivités locales, il n'y aura pas de démocratie. Parce qu'il y a aujourd'hui un clientélisme par l'appel d'offres qui est absolument fondamental. Deuxième caractéristique de la mise en sécurité sociale des soins, qui là aussi n'a pas très bien marché, c'est le conventionnement. Alors saluons d'abord l'institution du conventionnement, ça c'est absolument fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire conventionner? Ça veut dire que la monnaie qui est utilisée est une monnaie marquée, c'est-à-dire que c'est une monnaie qui n'a pas valeur universelle, c'est une monnaie qui n'est utilisable qu'auprès de conventionnés. La carte vitale, c'est de la monnaie, bien sûr. La carte vitale, c'est de la monnaie, mais qu'on ne peut faire valoir qu'auprès de conventionnés. Là, c'est un outil politique formidable. On ne va pas faire du passe culture, d'accord, en matière de SSA, qui fournit comme ça de la solvabilité à des entreprises capitalistes, bien sûr. Il s'agit qu'il y ait conventionnement, c'est-à-dire que ne relève de la sécurité sociale du soin, s'agissant du soin, mais de n'importe quel autre que nous mettrions en place, que des professionnels conventionnés. Des professionnels, pas des produits. Là encore, c'est très intéressant. Dans l'expérimentation de la sécurité sociale du soin, on n'a pas conventionné des produits. On n'a pas conventionné du bio. On a conventionné des professionnels. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que les groupes capitalistes adorent les normes. Les normes sur les produits, c'est ce qui permet d'éliminer les petits. Donc, si vous faites une sécurité sociale de l'alimentation avec un conventionnement à partir d'un conventionnement de produits, c'est foutu. Vous allez avoir arrivé du bio fait dans des conditions esclavagistes en Andalousie, etc., etc. Parce que l'esclavage n'a pas été aboli, contrairement à ce qui s'est raconté tout à l'heure. Et donc,
il est fondamental de conventionner des producteurs, des professionnels. Et donc ça, c'est les points positifs de ce qui s'est passé en matière de santé. Point négatif, ce conventionnement a été sur des critères nullissimes. Et là encore, il y a un vrai problème. Sur le collectif national et c'est ça, il y a des conflits sur quels sont les critères de conventionnement. Qui en conventionne? En matière de médecine ambulatoire, voilà qu'apparaît en 89 le secteur 2. Le secteur 2, c'est tout sauf une convention, puisqu'il y a liberté tarifaire. Donc c'est une... seul le secteur 1 a du sens. Or, la gauche n'a pas du tout contesté le secteur 2 en 81, alors que ça venait d'apparaître. C'était facile de le supprimer, d'accord. Et le secteur 2, c'est ce qui a permis la nécessité, dit-on, des complémentaires. Et les complémentaires mutualistes ou d'entreprises d'assurance, c'est un adversaire résolu du régime général. Donc, on a introduit le loup dans la bergerie à travers la convention de secteur 2. Et puis, sur l'hôpital, on a été également très peu vigilant. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pratiquement pas d'initiative en dehors de l'hôpital public, d'accord ? Et en dehors d'initiatives privées non lucratives. Donc on n'a pas été très exigeant sur les critères, si bien qu'on a finalement, on a vu arriver des groupes capitalistes parfaitement lucratifs qui bénéficient de la vache à lait de l'assurance maladie. En matière de production des outils, idem, lorsque se créent les CHU dans les années, début des années 60, les médicaments relèvent de Rhône-Poulenc, relèvent de boîtes nationalisées. Insuffisante souci de définir les critères de conventionnement, et maintenant, l'assurance maladie, c'est la vache à lait de Sanofi et de groupes capitalistes qui en ont rien à foutre de la démocratie et de la sortie de la folie du travail capitaliste. Donc, l'attention aux critères de conventionnement doit être très important. Si un professionnel, par exemple, achète ses outils à Massey Ferguson, ben, il ne faut pas le conventionner. Parce que ça veut dire que vous filez un marché captif à Massey Ferguson. Vous voyez, il faut remonter loin dans la filière du conventionnement des professionnels pour éviter de mettre en place un dispositif qui fournit un marché captif à des groupes capitalistes au bout du compte, quelles que soient les bonnes intentions de départ. Cet échec de l'assurance maladie, de ce première mise en place de la production sous forme de sécurité sociale, doit nous rendre extrêmement vigilants, et le collectif national de SSA est un lieu de conflit permanent sur ce point. Beaucoup trop de ses membres ne sont pas vigilants sur les critères de conventionnement. Ils proposent par exemple 150 € par personne et par mois. Mais enfin, qui peut aujourd'hui, parmi les professionnels alternatifs, résolument non capitalistes, assurer un marché de 120 milliards, la moitié du marché de l'alimentation? Ça veut dire que vous allez conventionner des gens de la FNSEA, c'est évident, voire de la coordination rurale. Enfin, et que vous allez conventionner Carrefour. Ah oui, mais on conventionnera des produits dans Carrefour. Alors, ça sera encore pire. Donc, vous voyez que là, il y a un vrai problème. Autant je suis très admiratif de la démocratie, autant je m'interroge sur la peu de vigilance sur les critères de conventionnement. Ne fournissons pas un marché captif aux groupes capitalistes en prétendant lutter contre le capitalisme. Troisième caractéristique de la mise en sécurité sociale des soins est là particulièrement remarquable et donc férocement combattue, bien sûr. Dans les années 60, nous transformons ou nous créons un établissement de soins par jour, le rythme où on les détruit aujourd'hui à peu près.
en transformant les hospices en hôpitaux locaux, en créant des maternités, en créant les CHU. On démarre par la création des CHU, c'est-à-dire qu'on lie l'université à ce lieu de relégation qu'était l'hôpital. C'est formidable, c'est un combat énorme. La création des CHU, c'est un énorme combat. Gagné par le fait que les fonctionnaires chefs de service, ça a été gagné comme ça, ont droit à 2 salaires. C'est les seuls fonctionnaires qui ont droit à 2 salaires, hein, comme professeur d'université et comme chef de service à l'hôpital, au CHU. Il n'y a pas d'autres fonctionnaires qui aient droit à 2 salaires de la fonction publique. Mais là encore, machisme, etc. Hein, tout ça, il y a des limites dans ce que je raconte. Mais enfin, saisissons ce que ça a de très positif que cette création d'établissements à l'appel, hein. Et puis transformation des hôpitaux psychiatriques qui relevaient de l'aide sociale en hôpitaux relevant de l'assurance maladie, ça on est en 70, etc., etc. Enfin, la mutation de l'hôpital est absolument considérable. Ça suppose un investissement énorme. Et miracle, hein, aucun appel au marché des capitaux, aucun partenariat public-privé. Rien de tout ce qui aujourd'hui, où la dynamique des années 60-70 s'est effondrée, parce qu'elle a été combattue de façon féroce par la classe dirigeante, nous avons des établissements qui sont construits, qui sont mis en place par une avance des salaires. Certes, il y a un peu de crédit public de la Caisse des dépôts et consignations, mais l'essentiel de l'énorme investissement, d'accord, c'est fait par avance des salaires. Pour produire, il faut de l'avance monétaire. L'avance monétaire est absolument nécessaire pour produire. Sauf que cette avance monétaire dans le capitalisme, elle se fait à crédit. C'est-à-dire qu'avant même de travailler, nous sommes endettés. C'est incroyable quand même. Et puis que les prêteurs, évidemment, décident à notre place de ce qui va se faire. Notre exploitation et notre aliénation ont comme première origine le fait que l'avance monétaire est à crédit. Et saluons la gauche, hein, qui propose de remplacer le crédit privé par le crédit public, c'est-à-dire ne pas nous sortir du crédit. L'inaudibilité de la gauche aujourd'hui, y compris la FSI, la LFI, enfin, y compris la gauche de gauche, son inaudibilité vient de ce qu'elle est complètement dehors de nos pompes, de ses pompes. Hein. C'est pas du crédit public qu'il faut faire, qui nous laisse encore endettés, d'accord? Qui nous laisse dépendants de prêteurs. Ah, mais c'est des prêteurs publics. Ah bon, c'est bon un prêteur public? Vous avez vu ça, vous, à travers l'histoire du XXe siècle? Moi, je ne connais pas de bons prêteurs publics. Il n'y a que des mauvais prêteurs, qu'ils soient publics ou privés. Il s'agit de se libérer de l'emprunt. Or, nous avons libéré les professionnels de santé de l'emprunt de façon massive dans les années 60. Et toute réflexion sur la SSA qui ne réfléchit pas sur comment libérer les professionnels, qu'ils soient producteurs de biens primaires, producteurs de biens transformés, distributeurs, restaurateurs, producteurs d'outils, enfin les 5 niveaux de la filière, comment les sortir de l'endettement? C'est fondamental. Il n'y aura pas de sécurité sociale de l'alimentation tant que les producteurs seront endettés. Eh bien, comment on a fait? Nous avons à l'époque, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire maintenant, j'ai une autre proposition, mais nous avons à l'époque augmenté considérablement le taux de cotisation. Le taux de cotisation à l'ensemble de la protection sociale, donc retraite, santé, vieillesse, puis chômage à partir de l'année 58, le taux de cotisation passe de 33% du salaire brut, ça stagnait, c'est-à-dire au numérateur cotisation employeur plus cotisation salariée, d'accord, et au dénominateur salaire brut du salarié. Le taux de cotisation stagne dans les années 50 à 33% du salaire brut, ce qui est déjà le double des 16% de 44, d'accord, hein. La libération double le taux de cotisation, c'est absolument fondamental. Puis ensuite, la droite revient au pouvoir à partir de 51 et nous avons une stagnation. Et puis nous allons avoir, moyennant une énorme pression du Parti communiste, de la CGT, enfin d'un certain nombre d'organisations de classe, hein,
dont aucun tract n'est édité sans que figure hausse du taux de cotisation, une revendication qu'on chercherait en vain dans la gauche actuelle. Et donc la hausse du taux de cotisation est telle qu'au début des années 80, on est à 53% du salaire brut. On est passé de 33 à 53% du salaire brut, c'est d'ailleurs la CNE. Hein. Ensuite, le taux de cotisation va être gelé, être remplacé par une dotation budgétaire pour les cotisations patronales supprimées et la CSG pour une grosse partie des cotisations salariées. Et donc, si bien qu'aujourd'hui, hein, la protection sociale est financée à moitié seulement par le salaire et à moitié par l'impôt, alors qu'auparavant, à la fin des années 80, on était à 85% salaire, 10% impôt. Et la dérive énorme depuis 30 ans. Cette hausse du taux de cotisation fait que l'assurance maladie est très richement dotée. Ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va avancer les salaires des ouvriers, des ingénieurs pour construire les CHU. Des ouvriers, des ingénieurs pour construire les outils médicaux. Elle avance les salaires. C'est-à-dire que l'avance monétaire nécessaire à toute production, c'est pas du crédit, c'est l'avance des salaires. Le salaire non pas comme résultat d'un acte de travail, mais le salaire comme un droit de la personne rendant possible un acte de travail, du coup libre, puisque la personne est titulaire de son salaire. Ça, c'est le troisième point, le quatrième point absolument remarquable mis en place dans les années 60. C'est que les soignants hospitaliers sont titulaires de leur salaire. Donc, vous voyez ici la mutation du salaire qui s'opère. C'est le salaire comme avance à la place du crédit. Il faut absolument que les projets de sécurité sociale, d'alimentation, de la culture et de la réfléchissent sur le remplacement de l'avance des crédits par l'avance des salaires. Parce que pour produire de la richesse, il faut des humains et des autres qu'humains. La richesse, c'est-à-dire, je sais pas quoi, le nombre de tonnes de patates produites dans l'année, le nombre de logiciels produits, le nombre de transporteurs kilomètres par la SNCF, le nombre de soignants. En fait, ça, c'est la production de richesse. Là, il faut des humains et des autres qu'humains pour produire de la richesse. Pour produire de la valeur, pour produire le PIB, là, il ne faut que du travail. Il ne faut que des humains. Et pour produire du travail, il ne faut que des travailleurs. Il n'y a pas besoin de prêteurs, il n'y a pas besoin d'investisseurs, il n'y a pas besoin d'entrepreneurs, il n'y a pas besoin d'opérateurs de marché, il n'y a pas besoin de tous ces agents capitalistes de notre aliénation. Ils n'ont pas besoin d'eux. Nous n'avons besoin ni de prêteurs, ni d'investisseurs, ni d'entrepreneurs, ni de rien de tout cela. Tout ça, ça fait partie, le credo capitaliste qui nous fait croire qu'on a besoin de tout cela. Pas du tout. Nous en faisons la démonstration pour 10% du PIB. C'est pas quelques chèvres sur le Larzac. 10% du PIB. La santé, la production de soins. Nous avons fait la démonstration qu'il n'y a pas besoin de s'endetter pour produire. D'où la rage de la classe dirigeante qui va tout faire pour revenir à l'endettement. Quand on fait les enquêtes auprès des soignants dans les années 70 sur leur ressenti au travail, alors dans les limites que j'ai dites, machisme, domination du soignant sur le soigné, en fait, etc., dans ces limites-là incontestables, c'est que du bonheur. Voilà des gens qui travaillent pour faire l'objet même de leur boulot. C'est formidable. Aujourd'hui, ils travaillent pour rembourser la dette de l'hôpital. Donc, ils ont perdu le pouvoir sur leur travail. Les gestionnaires décident de protocole à la place de la clinique. Tant que vous êtes endetté, il est clair que vous n'avez aucun pouvoir sur votre travail. Or, le pouvoir des producteurs sur leur travail, c'est au cœur de la démocratie. Ce n'est pas simplement la démocratie de la délibération des usagers que pratiquent plutôt bien les expérimentations de SSA. Le cœur de la démocratie, c'est que nous soyons souverains sur le travail, sur le contenu même de notre travail, que ce soit nous qui en décidions. Ça suppose, première condition, donc que les producteurs d'outils
ou irréparable, donc sûrement pas Massey Ferguson, hein, d'accord. Que les producteurs de biens primaires, que les producteurs de biens transformés, que les producteurs de distribution, que les producteurs de restauration décident. C'est ça le cœur de la démocratie. C'est pas d'abord que les usagers décident, c'est que les producteurs décident. Et donc, pour cela, il y a deux conditions. La première, c'est qu'ils ne soient pas endettés avant même de commencer à travailler. Or ça, nous avons su le faire. Nous saurons le faire. Nous saurons produire de l'alimentation sans endettement des producteurs. À condition. Alors, est-ce qu'on va augmenter le taux de cotisation? Non, pourquoi? Parce que financer les salaires des soignants ou des constructeurs des CHU, etc., des maternités, à partir de la valeur produite par un meilleur partage de la valeur, d'accord, moins pour le profit, plus pour le salaire, et socialisation d'une partie plus importante de ce salaire, c'est toujours resté dans la croyance capitaliste qu'il faut d'abord produire avant d'être payé. Là, c'est une croyance capitaliste, ça. Dans le capitalisme, nous sommes aliénés au travail. Ce n'est pas nous qui décidons, fondamentalement. Donc, pour que nous fassions un boulot que nous n'avons pas décidé, ben, il faut que nous ne soyons payés qu'après l'avoir fait. Il n'y a pas d'autre solution. Et toute l'idéologie capitaliste va être de rendre tout à fait naturel que le salaire, ce soit le produit du travail. Et même, on va nous inviter à être fiers de gagner notre vie par notre travail. Et puis ce salopard-là d'assister, hein, qui gagne pas sa vie par son travail. Hein. Et puis ce migrant qui arrive, là, qui m'empêche de gagner ma vie par son travail. Et puis cette banque juive internationale, cosmopolite, qui parasite sur mon travail. Toute l'extrême droite arrive, là, sur cette valeur travail, d'accord? Être fier de gagner sa vie par son travail. Toute l'extrême droite est là. Sur une opinion largement partagée. Hein. Ben oui, il faut être fier de gagner sa vie par son travail. D'ailleurs, moins on est fier de son travail, plus on est fier de gagner sa vie par son travail. Plus on se fait chier au boulot, plus on se dit, bah, j'aime mon boulot, mais j'arrive pas à le faire correctement, plus je suis fier de gagner ma vie par mon travail, à défaut d'être fier de mon travail. Il y a une antinomie entre la fierté de son travail et la fierté de gagner sa vie par son travail. Donc c'est absolument fondamental, hein, de poser le salaire non pas comme le résultat d'un travail, mais comme la condition d'un travail. De poser le salaire comme un préalable. Et un préalable qui assure tout ce qu'on appelle investissement, puisque la construction des outils, des hôpitaux, des matières premières, etc., est financée par le préalable du salaire payé par l'assurance maladie de tous ceux qui financent tout ça, de tous ceux qui construisent tout ça. Ça, c'est la première condition. C'est donc le troisième point sur lequel j'insistais. Hein. Remplacer l'avance des crédits par l'avance des salaires. Et là, bravo, l'assurance maladie a su faire. Et la classe dirigeante, son obsession, ça a été d'assécher l'assurance maladie. Ça va? De l'étatiser et de l'assécher. Pour qu'on perde cette capacité à avancer les salaires et qu'on revienne à l'endettement. Les hôpitaux sont endettés avec les conséquences que ça a. Mais les professionnels libéraux aussi sont endettés, etc. Quatrième caractéristique de l'assurance maladie, enfin de la mise en sécurité sociale du soin, pardon, c'est que le salaire ainsi avancé, pour les soignants, et les personnels administratifs des hôpitaux, pour eux seulement, là il faudrait que ce soit maintenant pour tous bien sûr, il est avancé sous forme de salaire à la qualification de la personne. Il est avancé comme un droit de la personne, non pas comme un droit du contrat de travail. Ça c'est la convention collective. Dans la convention collective, je suis payé pour la qualification de mon poste. Je ne suis pas payé moi. Hein.
Si je travaille dans le privé, je ne suis pas payé moi, pas du tout. C'est mon poste qui est payé. Ce qui est d'ailleurs un très grand progrès déjà. Hein. Tous ceux qui avaient un CDI et un salaire respectant la convention collective, pendant le confinement, ont conservé 84% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait, y compris rien. C'est déjà une libération par rapport au salaire capitaliste qui nous paye à l'acte. Il faut poser l'acte de subordination pour pouvoir être payé. Non, pas du tout. On est payé pour la qualification du poste. C'est déjà un très très gros progrès, ce qu'on appelle l'emploi. Mais nous avons conquis, la CGT essentiellement a conquis l'au-delà de l'emploi. L'au-delà de l'emploi qui est le fait que dans la fonction publique, on n'est pas payé du tout pour la qualification de son poste. Si on change de poste, on ne change pas de salaire. On est payé pour une qualification personnelle qu'on appelle le grade parce que c'est né au départ dans la marine, pour les officiers de marine. Ça a été étendu ensuite à tous les fonctionnaires. D'accord ? Les fonctionnaires ont un grade, et un grade qui est un attribut de leur personne. Ils sont payés jusqu'à leur mort, en tenant aucun compte de leur cotisation, strictement aucun. Ce n'est pas du tout leurs cotisations qui définissent leur pension. C'est leur salaire de référence qui est celui des 6 meilleurs mois. Donc nous sommes payés jusqu'à notre mort si nous sommes fonctionnaires. Et nous sommes payés sans contrat de travail. Un fonctionnaire d'État n'a aucun contrat de travail. Il n'y a pas d'employeur. Il est nommé. Il a une qualification qui est personnelle et qui vaut salaire, qui vaut absence de chômage, et qui vaut salaire à la qualification personnelle. C'est comme cela que nous avons rendu possible la démocratisation des soins. On ne rend pas possible la démocratisation en solvabilisant les consommateurs. Jamais. Jamais. Tout projet de SSA qui a d'abord comme objet de solvabiliser les consommateurs, ce n'est pas un projet de SSA. On démocratise l'accès à un bien en changeant le statut des producteurs de ce bien, de sorte qu'ils n'aient plus besoin de vendre leurs biens pour être payés, de sorte que leur salaire soit un préalable à leur activité, et que du coup cette activité soit libre, parce qu'ils sont titulaires de leur salaire comme droit politique. Alors, est-ce que les fonctionnaires sont libres ? Oui, ils ont un statut qui leur permettrait de l'être, mais pour être libre, il faut aimer la liberté. Est-ce que nous aimons la liberté dans le travail ? Est-ce que nous faisons du travail le cœur de la liberté ? Nous appelons temps libre le temps hors travail, c'est formidable. C'est-à-dire que nous estimons que, par nature, le travail, ce n'est pas le lieu de la liberté. Nous naturalisons ce que le capitalisme fait du travail, c'est-à-dire une activité aliénée à des prêteurs et à des propriétaires. Ben, c'est normal. Le travail, c'est un mauvais moment à passer dont il faut se libérer le plus vite possible, réduire l'âge de la retraite, réduire la durée du travail, enfin, etc. Vous voyez ? Sur quoi ? C'est curieux pour des organisations de travailleurs d'avoir comme obsession de supprimer le travail. C'est-à-dire de connoter négativement, en ne s'interrogeant fondamentalement jamais sur quel est le travail légitime. Moi, depuis 50 ans que je bosse sur le salaire et la sécurité sociale, j'ai une admiration, mais sans borne, pour nos organisations de classe qu'elles ont pu conquérir, par exemple le salaire comme attribut de la personne. C'est considérable. En revanche, comme réflexion sur le travail, d'accord ? Rien. Le travail comme co-engendrement. Comment nous avons pu laisser faire la folie de l'agrobusiness, d'accord ? Et comment en sortir si on ne réfléchit pas sur le travail ? Le co-engendrement entre les humains et les autres qu'humains, d'accord ? Comment vous voulez faire la production du vivant alimentaire en tuant le vivant, ce que fait l'agrobusiness ? Comment vous voulez faire une agriculture sans paysans, ce que prépare la FNSEA, la coordination rurale et les écoles d'ingénieurs agronomes ? Comment
voyez, autant je suis admiratif, encore une fois, des formes que prend la démocratie délibérative des usagers de la SSA, autant je m'interroge sur le peu de réflexion encore sur comment changer le travail, comment changer la production agricole, comment sortir la production agricole de la folie de faire du vivant en tuant le vivant. Pour que nous produire de l'alimentation par co-engendrement avec les autres qu'humains, mais ça suppose des apprentissages absolument considérables. Faire de l'autre qu'humain non pas une ressource, mais un co-engendreur avec nous, ça suppose une réflexion, et une réflexion concrète évidemment, hein, pas sur le travail dans l'abstrait, mais sur ce que c'est que de faire du kiwi, avec des outils qui sont réparables, et deux, avec des outils et des méthodes qui font qu'il y a co-engendrement du kiwi avec les autres qu'humains, en tenant compte des pluies nocturnes qui détruisent le truc, etc., etc. Pas avec le retour à la faucille et au marteau, d'accord, hein, avec des outils qui peuvent être extrêmement sophistiqués, bien sûr. Mais vous imaginez une SSA qui ne serait pas fondée sur le changement du travail de production, qui serait fondée sur la solvabilisation de consommateurs, de mangeurs. Ce serait tragique. Le changement du travail de production, ça suppose des producteurs qui soient titulaires de leur salaire. Non seulement des producteurs qui ne soient pas endettés, mais des producteurs qui soient titulaires de leur salaire. Là, il y a beaucoup à faire parce qu'on a affaire à des, s'agissant en tout cas des paysans, à des producteurs indépendants. Et un producteur indépendant, il est fier de gagner sa vie par son travail. Il demande d'ailleurs des prix rémunérateurs. Voilà, il faut des prix rémunérateurs. On a complètement intégré l'idée que le salaire, ça se mérite. Ça se mérite par un travail. Et puis que plus on travaille, plus on va avoir droit à du salaire. Sortir de cela, sortir de ce qu'on appelle la valeur travail, dans lequel le mot valeur a un sens moral. Je tire mon mérite de mon travail, qui est chevillé au cœur de travailleurs indépendants, qui sont les plus aliénés par définition, puisqu'ils n'ont pas pu se regrouper pour faire face à l'aliénation et à l'exploitation capitaliste. Donc c'est les plus aliénés, les indépendants, et les plus exploités. Et c'est ceux qui nourrissent le plus l'amour, la fierté de gagner sa vie par son travail. C'est pour ça que vous avez une montée de l'extrême droite dans le monde paysan aujourd'hui à toute vitesse, c'est évident. On va pas contrer ça en disant que vous êtes des racistes, on va pas faire la morale. On perd son temps en sortant nous-mêmes de la conviction que le salaire, ça se mérite. Bon, allez, j'arrête. Puisque on m'a dit que j'avais plus que 2 minutes, donc c'est fini. Je voulais quand même simplement dire encore un truc. Il faut, 5e ingrédient, tout à fait intéressant, qui là encore nous donne des leçons, c'est caisse unique, bien sûr. Tant que le salaire des producteurs dépend d'une logique d'entreprise, c'est foutu. Pourquoi est-ce qu'on a pu mettre en place le salaire à la qualification professionnelle dans la fonction publique et dans l'assurance maladie? Parce que c'est la caisse unique du trésor public qui paye les fonctionnaires, parce que c'est la caisse unique de l'assurance maladie qui paye les soignants. C'est pas chaque... Or, comment ça a été contesté, ça? En attribuant la masse salariale aux établissements. Les hôpitaux se sont vus dotés de la masse salariale, puis dotés ensuite de leur patrimoine. Les universités se sont vues dotées de leur masse salariale, puis de leur patrimoine. Là, nous sommes dans un mouvement complètement réactionnaire, qui crée une compétition de tous contre tous, évidemment. Et là encore,
un projet de sécurité sociale de l'alimentation qui ne s'inspire pas de cette donnée fondamentale dans les années 60-70, que ce n'est pas les hôpitaux qui payent leurs salariés, sûrement pas, que c'est l'assurance maladie qui paye les travailleurs. Il n'y a pas de dévolution des masses salariales aux établissements. Donc là, ça suppose que ce soit effectivement une caisse, et une caisse alimentée comment? Par création monétaire. Si on ne veut pas que ce soit une ponction sur la valeur déjà produite qui finance les agriculteurs et les producteurs, il n'y a pas que les agriculteurs, enfin tous les producteurs de l'alimentation, encore une fois, sur les 5 éléments de la filière, il est loin de n'y avoir que des agriculteurs, bien sûr. Si nous voulons que cette production relève de salaires qui sont un droit politique de la personne, ça suppose que ces personnels-là ne vivent pas de ce qu'ils vendent. Enfin, il faut absolument renoncer à cette idée. Ça peut être marchand, hein, bien sûr, mais ils touchent un salaire qui vient d'une caisse. Et tout leur chiffre d'affaires, parce que les monnaies doivent disparaître, bien sûr, en fin de cycle, tout leur chiffre d'affaires, ils le versent à la caisse. Ils ne font pas de bénéfices sur leur chiffre d'affaires, ils ne vendent pas en fonction de leur chiffre d'affaires. On sort de cette logique complètement. Ça peut conserver des marchés à prix, bien sûr. Hein. Mais moi, je suis pour plutôt qu'il y ait, non pas gratuité, mais prix pour qu'on puisse choisir un certain nombre de biens, dans certains domaines. Hein, je suis contre la gratuité généralisée. Mais or, nous avons une anticipation, c'est la PAC. La PAC n'est pas du tout liée à mon travail. C'est pour cela que dans le monde paysan, on appelle ça de l'aide. Vous voyez, c'est de l'aide. Parce qu'on a bien du mal, on bosse 70 heures par jour, enfin, par jour, non par semaine. On n'arrive pas à se faire un SMIC avec notre chiffre d'affaires. Donc, on a besoin d'aide, c'est normal. Moi, je me souviens d'un congrès de la Confédération paysanne où j'ai mis en garde contre cette aide, ce vocabulaire de l'aide. C'est pas de l'aide du tout, c'est l'anticipation que nous ne pouvons pas vivre notre travail. Que c'est de la connerie de vouloir vivre de son travail. C'est l'anticipation du fait que notre salaire doit venir d'une caisse nationale qui attribue les salaires comme droit politique, préalable à la liberté.